On raconte que Johnny Silverhand est né 2 fois. Une première dans la chair, une seconde dans le numérique. La première existence a le goût métallique des casernes et des promesses trahies. La seconde, le parfum âcre des serveurs et des mémoires hostiles. Entre les deux, le néant de la désillusion la plus totale. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ce n'est pas qu'une punchline, c'est un programme, une fièvre, le manifeste d'un homme persuadé que seule la braise réveille les endormis. Avant le cuir, les lunettes miroirs et l'icône, il y a eu le soldat. Il revient d'une guerre où l'ennemi a changé de visage trop vite pour qu'on sache s'il existe encore. Le trauma, lui, ne change pas. Il sédimente. Il fabrique des angles morts et des absolus. Chez Johnny, la guerre laisse un trou circulaire à la place de la confiance. Il comble ce vide par l'attaque contre les institutions, contre les compromissions, parfois même contre ceux qu'il aime. Un thérapeute parlerait sûrement d'hypervigilance et de colère déplacée, là où les fans parlent de charisme. Johnny, lui, il parlerait de survie. Il comprend très tôt que le mensonge institutionnel n'est pas un accident, mais un modèle économique. Alors il troque l'uniforme pour une scène, et la scène devient son front. Le micro amplifie ce que le fusil n'a pas su résoudre. Sur scène, Johnny n'est pas seulement une rockstar, il est la preuve par le bruit. Il hurle ce que d'autres chuchotent. Il cloue les slogans comme on plante des clous dans un cercueil. Les concerts de samouraï ne sont pas des fêtes, ce sont des rituels de défoulement où l'on vient déposer sa rage comme une offrande. Johnny comprend la dynamique. On peut convertir la colère en énergie sociale, mais chaque conversion demande un sacrifice. Le sien, c'est l'intimité. Il préfère l'apostrophe au murmure, l'outrance à la nuance. Psychologiquement, Johnny se protège par la surenchère. Si tout est trop fort, rien ne fait vraiment mal. Il n'est pas insensible, il porte juste l'armure de l'excès. Et l'obsession de cet excès n'est autre qu'Arasaka. Dans sa tête, la mégacorpo n'est pas un adversaire parmi d'autres. C'est la machine qui fabrique tous les autres adversaires. Cette simplification manichéenne est une stratégie psychique. Donner un visage au chaos pour pouvoir le frapper. Le plan de l'attaque contre la tour, au fond, est une tentative de réparation morale. Si l'on atteint le sanctuaire, peut-être qu'on guérit le monde. C'est peut-être une tentative de s'atteindre lui-même. Johnny cherche un point où sa douleur privée et la douleur publique coïncident, afin de ne plus être seul avec la première. L'acte est grandiose, suicidaire et particulièrement romantique au sens violent du terme. Et c'est là que la première vie se défait. Sa seconde vie commence dans une biopuce que d'autres ont conçue pour vaincre la mort, ou plus exactement pour la déplacer. La relique n'offre pas l'immortalité. Elle encapsule une trace, une empreinte comportementale. Finalement, ce qu'on appelle un construct, qui parle, qui se souvient, et qui insiste. Alors, l'entité qui surgit dans le crâne de V, est-ce Johnny ? Ou une IA qui joue Johnny avec un talent terrifiant ? La question est plus subtile qu'un oui ou qu'un non. Une personne dans Cyberpunk n'est pas un noyau pur. C'est un faisceau d'habitudes, de mémoire et de billets, d'histoires racontées, et même réentendues. La relique capture assez de ce faisceau pour qu'il continue de rayonner. Neurobiologiquement, l'empreinte est une dynamique. Philosophiquement, elle devient une revendication. Je suis moi tant que tu me laisses agir comme moi. Psychologiquement, Johnny Construct se comporte comme quelqu'un à qui on a monté le volume un peu trop fort. Ses traits saillants, son orgueil, son impatience, ses idées radicales sont accentués. Ses angles adoucis par la chair moins visible. Il est en un sens plus Johnny que Johnny lui-même. La caricature véridique d'un original disparu. Mais cette intensification a un prix. La relique n'est pas un miroir neutre, c'est une chambre d'écho. Plus Johnny parle dans la tête de V, plus Johnny s'entend parler. Or, nous devenons ce que nous répétons. Ainsi, le construct nourrit sa propre légende en temps réel. Il se revalide sans cesse, se rejoue et s'ajuste. Si l'identité c'est la capacité à se contredire, à se surprendre, alors la question devient: Johnny Construct peut-il encore se décevoir lui-même ? C'est tout l'enjeu de son arc intérieur. S'il n'était qu'un fantôme algorithmique, il suivrait les rails. Or, il dévie. Parfois, il se met à douter. Il s'excuse rarement, mais vraiment. Il apprend de la part de V. Le fait qu'il soit forcé d'agir en fonction des actes d'un autre le force à changer. Bien qu'il se permette de donner son avis pendant chacune des quêtes relationnelles de V, il n'a pour l'instant aucune emprise sur lui, si ce n'est de tenter d'atteindre son hôte par le sarcasme. Interposé à mettre du conditionnel dans ses impératifs, c'est là que la fiction tranche. Ce qui persiste dans la puce n'est pas seulement un masque, c'est une volonté qui, confrontée à autrui, se découvre une marge de manœuvre. Et cette marge, si étroite soit-elle, ressemble à de la personne. V fait alors office de tiers analytique, d'ami involontaire et d'ennemi nécessaire. Dans ce théâtre mental que la relique installe, V occupe le rôle le plus dangereux. Il ou elle est à la fois saine, publique et critique. Johnny, qui a passé sa première vie à occuper tout l'espace, doit soudain cohabiter. Il n'est plus le seul narrateur.
Il devient une voix parmi d'autres. La plus forte certes, mais pas la seule. D'où l'agressivité initiale. Ces instructions où Johnny refuse de n'être qu'un commentaire. Puis quelque chose cède. La cohabitation force la négociation. V impose ses valeurs, ses limites et son rythme. Johnny découvre empiriquement que l'altérité n'est pas une contrainte morale abstraite, mais bien un milieu. La psychologie parlerait ici d'intégration d'objets. L'autre cesse d'être un obstacle pour devenir un repère interne. Ce déplacement conduit à une forme de rédemption pragmatique. Johnny ne renie pas son radicalisme, il le réoriente. Il apprend à vouloir la chute des tours sans sacrifier ceux qui y vivent. Il accepte parfois que l'espoir ne passe pas par l'explosion, mais bien par la conversation, l'aveu et la patience. Pour lui, c'est une conquête plus difficile que n'importe quel attentat. Ce que V reçoit en échange, c'est une injection de courage, un refus de renoncement. Johnny, même spectral, garde la capacité de désigner la ligne à franchir et d'y mettre le pied le premier. La relation paraît un peu dialectique. V humanise Johnny et Johnny légende V. Le joueur voit à travers leurs joues deux philosophies sémentées. La rage et la nuance. L'utopie explosive et la réparation patiente. Quand l'accord survient, bref mais intense, il ne gomme pas les différences. Il les met en tension productive. Cette tension, c'est la vraie musique de samouraï. Pas les riffs, mais l'accord dissonant est nécessaire entre survivre et signifier. Mais il reste un point à aborder, la métaphysique du fantôme. Est-ce trahir Johnny que d'admettre que son jeu dépend d'un hôte? Ou bien est-ce l'accomplissement logique d'un homme qui a toujours voulu être plus grand que lui-même? Non pas un individu, mais un signal. Johnny n'a jamais été stable. Il a toujours été performatif. Et la relique, elle radicalise cette performativité. Elle se situe où l'identité est relationnelle par essence. S'il est vraiment Johnny, ce n'est pas grâce à son apparence ou à son identité. C'est parce qu'il parvient encore à exercer ce qu'il a toujours exercé. Influencer, provoquer et éveiller. I'll tell you why I want to destroy Arasaka, but I'll only tell you once. Want to hear it? All right. I saw a corpse strip farmers of water, and eventually of land. Saw them transform Night City into a machine fueled by people's crushed spirits, broken dreams, and empty pockets. Corps have long controlled our lives, taken lots, and now they're after our souls. Might be right. Can't really argue with you there. V, I've declared war not because capitalism's a thorn in my side or out of nostalgia for an America gone by. This war's a people's war against a system that spiraled out of our control. It's a war against the fucking forces of entropy. Understand? Do whatever it takes to stop them, defeat them, gut them. If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. Fucking hell. You still don't see it, but you will one day. Peut-être est-ce là la définition la plus cyberpunk de la personne. La continuité d'une idéologie plus que la continuité d'une âme. Mais très honnêtement, qui s'est vraiment posé la question pendant les premières heures de jeu? Au début, perso, je me suis contenté de l'apprécier pour sa franchise tranchante, son nihilisme lumineux et sa façon de cracher dans les engrenages. Alors oui, il a été critiqué pour son égoïsme, ses angles morts, ses dommages collatéraux justifiés après coup. Certains y voient un imposteur, un vieux monde rock qui crie trop fort dans un siècle saturé. D'autres y reconnaissent la boussole qui refuse de pointer vers le confort. Si Johnny divise, c'est qu'il refuse les consensus mous. S'il fédère, c'est parce qu'il offre une image partageable de la révolte. Imparfaite, mais excessivement contagieuse. En un sens, il est déjà ce que la Biopuce fait de lui. Un mythe circulant d'esprit en esprit. Chacun le modulant à sa main. Chacun s'y brûlant un petit peu. Si l'on cherche vraiment à se poser des questions et à revenir à la nuit de la tour, ce n'est pas seulement pour revisiter un attentat. C'est pour comparer deux morales. Sa première vie disait ceci: brûlons pour purifier. La seconde murmure: brûlons pour éclairer. L'une sacrifie sans compter, l'autre calcule. Non pas par lâcheté, mais par responsabilité. Quand Johnny regarde V faire un pas de côté au lieu d'en avant, il apprend la patience. Quand V regarde Johnny refuser la voie facile, il ou elle apprend la verticalité. La Biopuce, loin d'être un simple réceptacle, devient une forge. Le métal ancien rencontre un alliage neuf. L'instrument, c'est la patience. Et les étincelles de leurs différences créent une toute nouvelle personne. En fin de course, Johnny et V cessent d'être deux trajectoires parallèles.
Ils deviennent une seule ligne qui se dédouble. Ce n'est pas une métaphore, la relique a fait plus que copier un esprit. Elle a forcé une cohabitation si intime que chacun porte désormais l'empreinte de l'autre. Johnny a appris au contact de V à douter de ses certitudes et à mesurer le prix humain. V au contact de Johnny a appris à refuser la tiédeur et à tenir le regard du monde sans scier. Quand arrive le choix, ce n'est pas seulement qui survit, mais quelle version de leur être commun on laisse habiter la suite. Pourtant, dire qu'à la fin leurs deux existences n'en forment plus qu'une ne signifie pas qu'elles se confondent parfaitement. Cela veut dire qu'elles deviennent co-responsables. Les dialogues, les concessions arrachées, les colères et les accalmies ont produit un tiers imprévu. Une subjectivité composite, faite de rage et de rendu lucide, de prudence rendue courageuse. Johnny reste Johnny. L'intransigeance et le cynisme, mais il a désormais un frein qui n'est pas la lâcheté, la mémoire de V. Et V reste V, l'acharnement à survivre, mais il existe en lui une hauteur qu'il n'aurait peut-être jamais atteinte. La tentation assumée de devenir plus grand que soi pour autrui. La relique n'a donc pas seulement menacé l'identité, elle l'a intrinsèquement modifiée. Vient alors le geste que tout joueur redoute. Choisir de sauver Johnny ou non. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? On pourrait croire que sauver Johnny, c'est lui offrir un corps et la route. Mais le mot sauver ici pour moi est un petit peu plus complexe que ça. Johnny n'a jamais voulu être une relique au sens muséal du terme, un objet figé dans l'ambre. Sa fantaisie d'origine à lui, c'est pas la survie biologique, mais bien la persistance d'une idéologie. Et en l'occurrence, son idéologie, c'est celle de la combativité contre les corporations. Ce qu'il veut, c'est que son idée continue à influencer et à éveiller les endormis, pour pas que le monde ne reste dans la compromission. Le sauver, c'est en quelque sorte respecter ce qu'il est devenu avec V, et honorer sa mémoire. Et sauver sa mémoire, c'est quoi ? Johnny, c'est pas juste un mec qui a la rage. Il a décidé qu'elle devait servir à quelque chose. Avant le cuir et les slogans, il y a un type qui s'invente un nom. Comme on pourrait se bricoler une armure. Johnny Silverhand n'efface rien, il rend juste le passé supportable. Sa main d'argent, ce n'est pas un trophée, mais bien une cicatrice qu'il préfère montrer plutôt que d'expliquer. Il s'est servi de la scène pour gonfler sa peur en volume, et dans la rue, il a transformé l'impuissance en cape. Ça a jamais été le chaos qui l'a attiré, mais plutôt l'idée qu'au bout du vacarme, la douleur finisse par avoir un sens, et qu'une promesse ne soit plus un simple piège. Halt, c'est la blessure idéale, l'amour premier qu'on n'a pas su protéger, celui qui transforme chaque erreur en dette. Johnny court après Halt comme on court après un passé qui ne reviendra pas, convaincu que la sauver réparerait tout. Rogue, c'est plutôt l'amour possible, celui qui ne demande pas de grands soirs mais de tenir parole, de revenir entier. Avec Halt, Johnny aime l'idée qu'il se fait de ce qu'il aurait pu être. Avec Rogue, il doit assumer ce qu'il est vraiment. Halt appelle sa flamboyance, là où Rogue réclame sa responsabilité. Il vacille entre les deux rives. D'un côté la lumière froide d'un mythe perdu et de l'autre la chaleur rugueuse d'une présence qui le cadre et le contredit. Et s'il ne choisit pas, ce n'est pas par lâcheté, mais bien par indécision. Ces deux amours lui apprennent des langues différentes pour vouloir dire le même mot. Auprès d'Halt, l'amour sonne comme une promesse qu'on veut rattraper. Auprès de Rogue, l'amour est plutôt une preuve qu'on se refait chaque jour. La vérité, elle, pourtant, lui revient quand il n'est plus seul dans sa tête. Avec V, Johnny découvre une limite qu'il ne peut pas bousculer sans conséquence. L'autodestruction, c'est bien plus simple quand elle ne concerne que soi. Mais là, de suite, ça devient une responsabilité partagée. Johnny Silverhand, le terroriste, finit par compter autrement. Non plus en explosion et en punchline, mais en personne qu'on protège en silence, et qu'on finit par respecter. Il finit par s'attacher à tous les compagnons de route de V, notamment Panam et Jody. Ses mots sont étonnamment plus tendres que d'ordinaire lorsqu'il parle de ses proches. Après tout, il ressent les sentiments de V, et partage son aventure de la même façon que nous joueurs pouvons le faire. Peut-être même encore plus proche. Il faut rappeler aussi autre chose. Johnny ne partage pas seulement un espace. Il encaisse tout ce que V ressent. Les hormones, les pics d'adrénaline, la fatigue, les fringales bêtes, les joies. Tout lui arrive en rafale. Et au début, ça le plaque au mur. Il se retrouve avec des souvenirs qu'il ne reconnaît pas, des odeurs, des gestes appris par un autre. Et par réflexe, il les rejette, avant de finir par se les approprier. Et là, sans s'en rendre compte, il s'attache aux personnes que V a dans sa vie. Il prend parti dans leurs histoires. Il défend leurs petites causes. Il se prend au jeu sans même s'en rendre compte, parce qu'à la fin, il commence à ne plus réussir à faire la distinction entre ses souvenirs à lui et ceux de V. La progression de la relique est arrivée à un stade critique. Leurs deux existences n'en forment plus qu'une. Au terme de cette double existence, Johnny Silverhand n'est plus tout à fait un homme ni un fantôme. Il est devenu une idée vivante, un signal qui refuse de s'éteindre. Son corps s'est évanoui depuis longtemps, mais son esprit transfiguré s'ancre en V, et dans chaque esprit qu'il a éveillé en chemin. De ces deux vies, il a forgé une troisième forme d'existence, celle d'une légende partagée, coécrite avec V.
Son combat se prolonge ainsi, moins dans les armes que dans la trace indélébile qu'il a laissée chez autrui. Quant aux joueurs qui ont accompagné ce duo, ils en ressortent à la fois témoins et artisans de cette transformation. À travers leur choix, les joueurs ont participé à écrire le destin de Johnny, et ce faisant à prolonger son message au-delà du jeu. En quittant Night City, chacun d'eux emporte avec lui un fragment de Silverhand, une flamme de révolte. Johnny Silverhand trouve ainsi une forme d'immortalité, non dans un corps neuf, ni dans une puce miracle, mais bien dans la mémoire de celles et ceux qui se souviendront de sa rage et de son humanité retrouvée. Je pourrais vous parler de toutes les fins, de leur morale et de leurs conséquences, mais d'une certaine façon je l'ai déjà fait sur ma vidéo sur V. Mais il y a une fin dont je n'ai pas parlé, celle où l'adieu a un goût différent. Dans l'hélicoptère, la fin du voyage m'a serré la poitrine plus que ça ne me l'avait fait les autres fois. J'avais tout essayé, toutes les fins possibles, mais une fois de plus, je devais perdre mon terroriste portatif. V et Johnny se regardent droit dans les yeux, et alors que le produit plonge V dans le sommeil, l'intonation de sa voix n'avait jamais été aussi tendre qu'à cet instant précis. Il se permet un dernier discours, c'est son adieu à son voyage avec V. La nature de son existence ne reste qu'une théorie propre à chaque joueur, mais ce qui restera universel, c'est la qualité des émotions ressenties à ses côtés. Merci Johnny. Think this is it, kiddo. Yes. So, Promise me one thing, will you? I promise. No idea what, but I promise. Not asking you to never give up. Sometimes you gotta let go. Just don't let anyone change who you are, okay? Johnny, Good night, Valerie. Today was a good day.